Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous sommes ravis d'être réunis avec vous aujourd'hui autour du programme Cap Félin. Euh, Après ma brève introduction sur le rôle de MSD Santé Animale, on rentrera dans le vif du sujet avec Marie Herrel, docteur vétérinaire exclusif félin et membre fondateur du GRIF. Et cela sera ensuite suivi par un temps d'échange entre vous et Marie Herrel et animé et modéré par ma collègue Isabelle Goujon, qui est notre responsable médicale. Pour rappel, MSD Santé Animale fait partie du groupe MSD qui regroupe santé humaine et santé animale, ce qui nous permet d'optimiser l'accès à l'innovation. Et c'est ce que nous faisons depuis des années en santé animale. Notre vision, c'est assurer le mieux-être des animaux de compagnie via des investissements soutenus en R&D et tournés au service de l'activité vétérinaire, votre activité. Comment? On a plusieurs voies d'accès à l'innovation. Élargir avec le développement de plusieurs indications ou espèces pour la même molécule. Et ça, vous pouvez en parler avec vos délégués MSD Santé Animale. Étendre pour améliorer la prise en charge avec de nouvelles options thérapeutiques et améliorer en termes d'innovation en produits ou en services pour simplifier la prise en charge des animaux. Et comme par exemple la thermochip, qui est la première puce d'identification avec un biocapteur thermique intégré. En plus de ces innovations pour vous, pour votre activité vétérinaire, MSD Santé Animale s'engage année après année à vos côtés au travers du programme Cap Félin pour vous accompagner encore plus loin dans la prise en charge du chat et de son mieux-être. Il s'agit d'offrir plus de solutions pour mieux soigner vos patients, innover pour votre pratique et partager avec des institutions comme le GRIF, notre partenaire aujourd'hui pour cet événement, et vous accompagner dans votre quotidien avec des événements comme la webconférence pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Et vous pouvez dès maintenant bloquer dans vos agendas la prochaine webconférence Cap Félin qui aura lieu le 11 juin aux mêmes horaires avec deux experts complémentaires que sont Claude Beata et Grégory Santaner. Nous vous enverrons plus de détails dans quelques mois. Et enfin, pour toujours dans cette volonté de vous accompagner dans votre quotidien, MSD Santé Animale vous propose maintenant un tout nouveau portail web, encore une innovation pour votre activité vétérinaire. Sur ce site, dédié exclusivement aux vétérinaires, qui a été développé à la demande de vétérinaires, vous retrouverez toutes nos ressources accessibles, que ce soit des vidéos, des formations, des articles, des études, des notices d'utilisation, etc. Bref, une vraie bibliothèque de contenu qui vous est dédiée avec un moteur de recherche intuitif, des filtres rapides pour vraiment être adapté à vos besoins. Vous pouvez y retrouver le guide pratique qui a été écrit en collaboration avec le GRIF et que Marie va vous présenter lors de sa conférence. Et dans quelques jours, vous pourrez retrouver le replay de cette conférence que nous sommes en train de faire. Et donc, pour accéder à ce nouveau portail, demandez à votre délégué MSD Santé Animale pour activer votre compte personnel, où vous pouvez suivre le lien et le QR code que voici, que nous allons également mettre dans la partie questions-réponses pour votre accès sécurisé à notre portail web. Merci pour votre écoute. Je laisse maintenant la place à Marie Herrel. Marie, c'est à toi. Merci beaucoup Estelle. Bonjour à tous et merci d'être là en fait à ce rendez-vous pour cette webconférence qui, je l'espère, en fait, va vous séduire. Alors aujourd'hui, comme le disait Estelle, notre propos en fait va prendre pour base les actualités cat-friendly qui ont été reprises en fait par les dernières guidelines éditées en fait par des groupes anglo-saxons que sont l'ISFM et l'AAFP. C'est des guides, c'est des groupes en fait de praticiens félins en fait exclusifs, puisqu'on sait en fait aujourd'hui que dans notre pratique de tous les jours, l'accueil du chat est un véritable point à peut-être améliorer, à certainement améliorer en fait
je pense, dans la pratique du quotidien. Et on sait en fait qu'en essayant de prendre au mieux ces recommandations, elles vont avoir pour bénéfice d'améliorer donc la prise en charge pour le chat et du coup d'améliorer aussi l'expérience, on va dire, à la fois donc pour le propriétaire, donc votre client, mais aussi pour toute l'équipe vétérinaire. Du coup, ce petit guide en fait dont vous parlait Estelle a été édité par MSD, grâce à MSD, et il a été réalisé en fait par 2 consoeurs, que sont le docteur Élise Esterman et le docteur Séverine Laforce, qui ont lu ces guidelines, qui les ont décryptés, qui les ont résumés, et qui, pour le coup, effectivement, donnent un merveilleux petit fascicule auquel vous aurez certainement accès. Ces guidelines, si tu veux bien mettre la diapo, Estelle, ces guidelines, en fait, sont en accès libre et vous pouvez en fait les télécharger. On va mettre la diapo correspondante. C'est des guidelines en fait qui sont en accès libre. Vous pouvez les télécharger en fait gratuitement. C'est toujours en fait une mine d'informations. Mais pour autant, effectivement, si vous n'avez pas le temps de le faire, vous aurez de toute façon tout l'essentiel au sein du petit guide en fait édité par MSD et réalisé par mes consoeurs. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, donc qui sont donc les différentes étapes que nous allons en fait retrouver en pratique vétérinaire, on va s'attacher finalement à réduire les facteurs de stress qui sont malgré tout effectivement souvent bien présents en fait chez le chat, et on sait en fait qu'en tentant de les minimiser tout au long en fait de la chaîne d'actes qui va de la mise en boîte du chat avant la visite jusqu'à l'arrivée à la salle d'attente chez le vétérinaire, puis la consultation et enfin dans certains cadres l'hospitalisation, on sait qu'en réduisant ces facteurs de stress à chaque étape, on va s'employer justement à diminuer le stress général de l'animal, donc du chat là, en l'occurrence. Et donc, on sait aussi que sa prise en charge sera certainement plus facile, donc meilleure. Pour le rappeler, et ça vous le savez tous, le chat est un individu extrêmement sensible aux stimuli qui l'entourent et donc en fait à son environnement. Estelle, on va passer la diapo s'il te plaît. Donc parce qu'il est justement extrêmement sensible, il est capable donc de manifester des réactions et qui sont quelquefois en fait extrêmement exacerbées face à l'environnement qui l'entoure. Et donc du coup, à ce moment-là, il va manifester en fait divers signes, diverses émotions qui peuvent s'avérer négatives, et à ce moment-là, on les appelle plutôt les émotions dites protectrices. Et il est capable aussi, dans certains cas, je dirais que ça c'est dans le meilleur des cas, de manifester des émotions qu'on va dire engageantes, car justement, en fait, elles sont plutôt positives. Sur le petit diagramme en fait qu'on voit là sur la droite de la diapo, on sait en fait que ces diverses étapes ponctuent la visite chez le vétérinaire et que pour le coup, dès l'intérieur, en fait, dès la maison, avant même d'envisager en fait de sortir le chat de chez lui, on a diverses actions, comme par exemple de le garder à l'intérieur alors qu'il a l'habitude de sortir, le mettre à jeun alors que ce n'est pas son habitude. On sait que toutes ces actions en fait vont multiplier les facteurs de stress et donc vont générer une escalade en fait sur ce stress qui va amener à des comportements en fait quelquefois compliqués. Du coup, justement, parce que vous connaissez le chat et parce que vous connaissez l'espèce féline dans son ensemble, cela nous impose aujourd'hui finalement de le recevoir dans un environnement que l'on va justement en fait adapter à cette sensibilité exacerbée. Donc du coup, cette sensibilité, elle va être à tout, hein. Elle va être aux odeurs, elle va être au bruit, elle va être bien entendu en fait à la vision qu'on pourra en fait amener au chat. Et bien entendu, le principe, c'est tout simplement en fait d'encourager des émotions engageantes et donc qui vont être positives, et aussi bien entendu donc de limiter les émotions protectrices, puisque ces émotions protectrices peuvent générer en fait des comportements compliqués. Alors pour le coup, les 2 diapos suivantes, c'est des diapositives en fait qui reprennent les principales émotions en fait auxquelles le chat peut être confronté, auxquelles vous en fait vous allez être confronté en fait vis-à-vis de ce qu'il va vous renvoyer. Donc bien entendu, on va rechercher au maximum les émotions engageantes, qui sont donc les émotions positives, et par là même en fait, on constate que paradoxalement, ces émotions engageantes, même si on les recherche,
elles peuvent quelquefois, en fait, et c'est là où il faut être attentif, elles peuvent quelquefois déboucher sur des émotions, sur des comportements en fait, qui s'avèrent agressifs, hein. Par exemple, un chat qui va développer une véritable excitation, une agitation, un comportement très exploratoire, peut justement en fait, être amené en fait, à avoir une certaine frustration et donc justement en fait, à pouvoir, dans certains cas, devenir agressif. Donc il faut faire toujours attention en fait, et c'est pour ça en fait que je compare souvent le comportement du chat en fait à un lavabo pardon, qu'on pourrait remplir et vidanger. Il suffit quelquefois d'une petite goutte pour que ça déborde et que ça débouche sur une émotion en fait qui va s'avérer justement protectrice, donc désagréable pour tout le monde. Donc la diapo suivante, pour le coup, reprenait les émotions donc protectrices dites négatives, qui, comme on vous l'a dit, en fait, peut déboucher en fait sur divers comportements compliqués en fait à gérer, en particulier celui qui va s'avérer en fait agressif. On va passer maintenant au vif du sujet, hein, puisqu'on a rappelé en fait ces quelques éléments essentiels en fait de la prise en charge du stress du chat. Et justement, pour réduire les facteurs de stress avant la visite, on va s'employer déjà, avant même d'arriver chez le vétérinaire, à essayer de diminuer ces différents facteurs qui peuvent générer en fait un stress chez le chat. Parce qu'on sait en fait tout simplement que avant même en fait d'arriver chez le vétérinaire, on sait, donc comme je vous le disais, il y a des facteurs de stress qui vont nuire en fait à la quiétude du chat. Et ça va être à vous et à toute l'équipe vétérinaire, et particulièrement, là, je reprends le rôle de l'assistant ou l'assistante vétérinaire qui vont peut-être donner le rendez-vous en fait par téléphone. Il y a un véritable en fait rôle à jouer à ce niveau-là, puisque finalement, en fait, on se rend compte en les interrogeant que quasiment en fait 75% des propriétaires déclarent ne pas spécialement avoir reçu de conseils en amont de la visite, notamment en fait quant tout simplement quant à le type de boîte de transport en fait qu'il pourrait avoir à son domicile. Et là, pour le coup, sans pour autant s'étendre au téléphone, parce qu'on sait que le temps de chacun est compté, on sait aussi qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de rendez-vous qui se prennent en ligne, mais pour le coup, vous pouvez facilement, en fait, prévoir un lien, un fichier, en fait, attaché à la prise de rendez-vous, au SMS ou au mail que vous allez renvoyer de rappel, avec pourquoi pas, en fait, des conseils pour, par exemple, bien choisir la boîte de transport. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, là, sur cette diapositive. La boîte de transport idéale, pour moi, vétérinaire, mais aussi donc, pour, à mon avis, peut-être le propriétaire, ou en tout cas, il faut l'encourager à avoir ce type de boîte de transport. C'est tout simplement une boîte qui est en plastique lavable. Déjà, c'est la base. Il faut qu'on puisse l'ouvrir en fait de deux façons, aussi bien sur le dessus que sur le côté. Il faut qu'elle puisse être démontée. Et surtout, et là, il faut bien le préciser, en fait, il ne faut pas oublier de mettre quelque chose sur le fond de la boîte. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, et je pense particulièrement en fait, à un linge ou un coussin, parce qu'il n'a rien de pire, en fait, que le chat qui s'est souillé dans le cadre du transport et qui arrive, en fait, tout cracra à la clinique. C'est désagréable pour lui, déjà, dans un premier temps, et ensuite, ça va être désagréable, effectivement, donc, pour le client, qui ne va pas être très à l'aise, et puis pour vous, bien entendu, dans le cadre de l'examen. Ensuite, indépendamment même du choix de la boîte de transport, il faudra aussi en fait préciser quelques conseils en fait sur la façon de porter la boîte, sur la façon de proposer en fait une habituation au chat au sein de son environnement familier. Et enfin, peut-être pourquoi pas si les personnes en fait viennent facilement en voiture chez vous, la façon dont ils peuvent placer cette boîte dans la voiture et éventuellement même l'attacher, de façon à ce que le chat soit le plus confortable possible. Alors bien entendu, donc le choix de la boîte de transport, c'est un élément en fait qu'il est facile de préciser via un lien ou un fichier qu'on va attacher. Par contre, je pense quand même qu'il est aussi important en fait de personnaliser certains conseils en fonction du chat, mais aussi en fait en fonction du propriétaire. Et pour le coup, c'est important en fait de cerner le profil des propriétaires, parce que d'une personne à l'autre, même s'ils sont tous extrêmement en fait attachés à leur chat, on sait que certaines personnes en particulier peuvent avoir en fait un effet extrêmement anxiogène en fait sur leur animal et sur leur chat en particulier. Et donc au final, l'effet finalement s'avère complètement en fait cumulatif. Donc comme bien entendu, on ne va pas sédater le propriétaire, on peut par contre lui suggérer en fait d'attendre en salle d'attente. Mais c'est vraiment le seul cas dans lequel effectivement j'essaye de me passer en fait de l'aide du propriétaire, parce que pour le coup, en général, il est plutôt précieux dans le cadre de la prise en charge du chat.
Une fois en fait que le propriétaire est à peu près géré, on sait en fait qu'au préalable, il faudra peut-être aussi prévoir en fait quelque chose en fait pour le chat. Parce que justement en fait, ce chat, il a déjà en fait il a déjà vécu des expériences passées, que ce soit chez vous, que ce soit chez des confrères. Et donc, du coup, en fait, il est important en fait de s'intéresser justement à ce passif chez le vétérinaire. Donc, si c'est chez vous, c'est facile effectivement de remplir au préalable en fait la fiche avec quelques petites notifications en fait sur son comportement. Et on sait que par exemple, s'il est sujet en fait de façon systématique au mal des transports, à ce moment-là, il faudra tout simplement effectivement donc prescrire un médicament comme un antinauséeux. Le maropitant par exemple marche très bien sur le mal des transports. Mais on pourra aussi en fait lui prescrire un médicament justement pour gérer le stress, diminuer l'anxiété, comme par exemple la gabapentine. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'il est nécessaire de rappeler lors du rendez-vous pour justement permettre une réelle prémédication en fonction du comportement du chat attendu. Alors évidemment, ça ne vaut que pour les chats que vous connaissez, hein, c'est que vous suivez. Pour des chats effectivement qui sont de nouveaux patients, malheureusement en fait, vous serez obligé de faire confiance à ce que vous dit le propriétaire au téléphone. Mais dans certains cas, justement, si on sait que le chat a eu des expériences passées peut-être un petit peu difficiles, peut-être à minima, en fait, adapter l'heure du rendez-vous pour éviter, par exemple, de le faire attendre. Du coup, donc, le chat est arrivé au sein de la structure vétérinaire. Et donc, pour le coup, il est donc dans la salle d'attente de votre clinique. Donc, pour le coup, donc là, vous voyez, on a une magnifique salle d'attente avec de très jolis claustras en bois qui, pour le coup, permettent d'optimiser l'espace. Parce que, évidemment, quand c'est possible, hein, encore une fois, on ne peut quelquefois pas pousser les murs. Et en particulier, là, je vois, j'ai pas mal de mes confrères et consoeurs parisiens qui n'ont pas toujours suffisamment d'espace pour prévoir 2 zones bien distinctes pour accueillir d'une part les chiens et d'autre part les chats. Mais en tout cas, quand on peut le faire, c'est clairement idéal. Par contre, pour le coup, encore une fois, je mets en avant en fait le rôle de l'assistant vétérinaire qui va accueillir en fait les clients et les petits patients de façon à bien orienter. C'est-à-dire que même si vous avez fait l'effort d'identifier clairement les 2 espaces, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un en fait pour bien orienter les gens de façon à ce qu'ils aillent s'installer à l'endroit en fait qui leur est destiné. Alors, avoir une salle d'attente effectivement séparée en 2 espaces, c'est bien. Par contre, et ça je me permets en fait de le répéter, il faut bien veiller en fait au sens de circulation. Parce que si par exemple là sur cette photo, la salle de consultation en fait se situe au fond à droite, inévitablement en fait, le chien va passer devant l'espace chat avant d'arriver en consultation. Et ça peut ruiner en fait tous les efforts que vous aurez fait en fait au préalable. Ensuite, je sais encore une fois que c'est difficile. J'arrive à cette diapo. Je sais que c'est difficile en fait d'optimiser en fait l'espace dans la salle d'attente. Si pour autant vous ne pouvez pas le faire, essayez au maximum d'optimiser les rendez-vous, même sans forcément en fait avoir une après-midi ou une matinée entière dédiée en fait à la consultation du chat. Essayez peut-être au moins de réserver en fait quelques plages horaires où on sait qu'il n'y aura pas forcément en fait de chiens bruyants, voire de chiens du tout dans la salle d'attente. Alors, on arrive justement, une fois l'étape de la salle d'attente franchie, on arrive en fait à la consultation, à la salle de consultation. Et là, encore une fois, il y a vraiment en fait tout un raisonnement en fait environnemental en fait à mettre en place. Parce que cette salle de consultation, elle doit être adaptée au chat. Et je dirais même, si c'est possible, encore une fois, si l'architecture de votre lieu de travail le permet, il faudrait en fait qu'elle soit même que dédiée en fait à l'exercice félin, dédiée en fait à recevoir des chats quand c'est possible. Parce que pour le coup, si vous avez par exemple 3 salles de consultation, et si vous le pouvez, idéalement en fait, il faudrait qu'il y en ait l'une d'entre elles qui soit dédiée en fait à l'activité féline. Là, vous aurez effectivement certainement en fait finalement de meilleurs résultats de prise en charge que si vous passez du chien au chat au chien, etc. Ensuite, cette salle de consultation, elle n'a pas forcément besoin d'être grande, hein. Je dirais même que plus les volumes en fait sont petits et ramassés, plus c'est facile, plus le chat se sent cocoon et finalement très à l'aise, enfin plus à l'aise tout du moins, que dans un grand espace.
Évidemment, donc cette salle de consultation, même petite, elle aura donc tout le nécessaire, à savoir donc une table de consultation en fait adaptée, que ce soit au niveau de la hauteur, que ce soit aussi au niveau du revêtement. C'est vrai qu'on en voit peut-être moins maintenant, mais les tables en inox, avec donc une surface qui est réfléchissante en fait, pour le coup, va souvent en fait être à proscrire, tout simplement parce que d'une part, le chat se voit dedans, et le contact froid, par exemple, de l'inox va lui être désagréable. Donc tout simplement, si vous avez ce type de table dans vos salles de consultation, prévoyez une serviette pour mettre dessus. Ensuite, moi, je préconise toujours des tabourets plutôt que des chaises, parce que c'est plus facile à bouger, le chat va moins facilement se loger dessous, et du coup, sera plus facilement accessible. Encore une fois, on reprend effectivement les grands critères que sont l'odeur, la vue, les bruits bien entendu, et donc cette salle de consultation sera bien entendu propre, le plus propre possible. Idéalement, en fait, la porte sera obturée ou tout du moins floutée, de façon à ce que le chat ne voit pas, par exemple, trop de passage en fait à l'extérieur de la salle de consultation. Et bien entendu, il y aura peu, voire pas de bruit. Donc sur cette photo, par exemple, moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, même si pour le coup, elle est issue de la Cat Clinic de Londres, hein, qui est une clinique vraiment réputée. Mais par exemple, là, on voit sur la diapo un téléphone. Et ça, pour le coup, donc le téléphone, c'est quelque chose qui va générer un bruit fort, strident, et qui peut vraiment, vraiment surprendre le chat et surtout, en fait, générer un stress accru. Donc, bien entendu, dans votre salle de consultation, une fois que vous l'aurez aménagée, vous aurez tout à disposition. Il faut vraiment prévoir de tout avoir en fait à votre portée. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la diapo suivante, puisque vous aurez donc tout réuni en fait pour ne plus avoir besoin finalement de quitter cette salle. Vous aurez tout le nécessaire pour faire une prise de sang si ça s'avère nécessaire, mais aussi donc pour prendre la tension, pour garder les yeux, les oreilles. Vous aurez éventuellement des vaccins à disposition, et vous aurez également, le cas échéant, des molécules en fait anesthésiques injectables si jamais le chat en fait, l'examen du chat exigeait en fait de telles pratiques. On peut se poser la question en fait de savoir si les diffuseurs de phéromones ont un rôle réellement positif ou pas. Je dirais pourquoi pas. La seule chose qui est peut-être un petit peu controversée, ce serait ceux en fait qui diffusent des phéromones en fait associés en fait à des odeurs de valériane ou de cather, puisque pour le coup en fait ça peut générer une hyperexcitabilité du chat. Donc pour le coup on évite ce genre de choses. Mais sinon pourquoi pas. On arrive en fait à la consultation en fait en tant que telle. Maintenant vous êtes installé en fait, vous avez fait rentrer le propriétaire, le chat bien entendu. Là en fait on va rentrer en fait dans une phase plutôt calme bien entendu, où on va discuter avec le propriétaire. Et là il y a un réel en fait intérêt de cette médecine qu'on va appeler narrative. Pour moi c'est vraiment un point qui est extrêmement en fait important lors de la consultation, et vraiment il ne faut pas y déroger. Donc, vous n'avez pas besoin de plisser des yeux là pour regarder le petit questionnaire qu'on a mis sur la… Vous pouvez le lire, bien entendu, hein, mais pour le coup, vous pourrez le retrouver, le reprendre en replay. C'est vraiment… Et puis surtout, en fait, le remanier en fait, à votre sauce, hein, pour que ce soit… ça colle en fait avec le discours que vous pouvez avoir. Donc, de toute façon, en quelques minutes, en fait, par quelques questions, l'idée, c'est vraiment de faire le tour d'horizon, en fait, du mode de vie du chat. Est-ce qu'il vit en intérieur? Est-ce qu'il vit en extérieur? De son passif. Est-ce qu'il a été malade? Est-ce qu'il a eu des accidents? Est-ce qu'il a déjà été opéré? Bien entendu, on prend en compte le motif de consultation du jour, très important. On essaye de s'assurer en fait de son attitude générale chez le vétérinaire, si on ne le connaît pas. Est-ce qu'il a déjà eu des soins particuliers? Est-ce qu'il a déjà eu des prises de sang? Et en fonction en fait de ce que va vous répondre le propriétaire, vous allez pouvoir lui expliquer à ce moment-là le déroulé de votre consultation, à savoir ce que vous allez faire, que vous allez examiner le chat, comment vous allez l'examiner, et surtout en fait les examens complémentaires que vous pourrez lui proposer en fait à l'issue de cet examen général. Concrètement en fait, à l'issue de ce bref questionnaire, à l'issue de cette discussion, puisque c'est vraiment en fait une discussion, vous devez quasiment savoir en fait ce qu'a le chat, et surtout vous devez savoir finalement ce que vous allez faire sur le chat. Et ça vous permet en fait justement d'anticiper et de prévoir en fait un petit peu les choses. Et surtout, ça va vous permettre en fait d'être relativement rapide dans votre examen clinique. Parce que finalement, on se rend compte en fait que c'est ce qui est assez important en fait chez le chat. Être rapide mais efficace. Donc là, pour rappeler brièvement,
je vous ai mis en fait un petit diagramme en fait avec les zones tactiles préférées du chat. Vous les connaissez bien entendu, on les voit sur la diapo suivante. Vous les connaissez, c'est essentiellement donc les tempes. On va passer à la diapo suivante, Estelle, s'il te plaît. Voilà, pardon. Donc, pour le coup, c'est les tempes, donc gratouiller devant les oreilles, ça marche toujours, mais c'est aussi les joues ainsi que le menton. À contrario, pour le coup, si on voit donc sur la diapo suivante, il y a des zones en fait qui sont clairement en fait, on va dire, à risque et donc à éviter ou tout du moins limiter en fait leur manipulation. C'est les pattes bien entendu, mais c'est aussi le flanc et les ventres. Et le ventre, pardon. Donc du coup, en fait, votre examen clinique finalement, ça va vous permettre en fait de le programmer. C'est-à-dire qu'on commence toujours par la tête et on finit toujours par l'arrière du corps du chat. Et pour le coup, cet examen clinique, c'est ce qu'on voit sur la diapo d'après, on peut en fait l'appréhender de diverses façons. Comme vous le voyez donc là sur les diapos, on peut examiner le chat en fait au sein de la boîte de transport. Donc pour le coup, c'est ce que je fais en fait assez volontiers sur des chats qui vont être très, très renfermés sur eux-mêmes, plutôt anxieux, qui n'ont aucune agressivité à mon encontre, mais qui, pour le coup, en fait, ne souhaitent pas être spécialement manipulés. Et c'est là où l'intérêt de la boîte de transport qui se démonte finalement par le haut va permettre en fait de manipuler le chat sans être obligé de le sortir de la boîte. Donc du coup, le chat en fait ne va pas se sentir finalement pris au piège d'une situation en fait qu'il a bien entendu pas recherchée. Donc dans la plupart des cas, je dirais d'examen général classique, on peut faire l'ensemble en fait de cet examen au sein de la boîte de transport. À côté de ça, en fait, j'avais prévu 2 autres petites photos et qui sont tout simplement en fait l'usage de la serviette. Alors la serviette, moi, c'est mon grand outil en consultation. C'est vraiment quelque chose en fait dont je me sers énormément, tout simplement parce que, alors des serviettes propres bien entendu, et dont chaque usage est dédié en fait à un seul chat. Donc j'en ai des tonnes, vous imaginez. Mais pour autant, la serviette, en fait, des grandes serviettes comme les grands draps de bain, pour le coup, ça permet en fait de contenir le chat, en particulier en fait en le tenant à l'avant du corps, sans pour autant qu'il se sente maintenu par les pattes. Ça le contient et en plus, ça a des vertus rassurantes. C'est un petit peu le même principe en fait que pour les humains, ces couettes qui sont alourdies en fait par certains trucs et qui pour le coup en fait ont des vertus extrêmement rassurantes. Il paraît que les gens dorment mieux en fait avec ces couettes un petit peu lourdes pour la plupart. Ensuite, la serviette en fait, elle me sert aussi à plein d'autres usages et en particulier par exemple pour faire des prises de sang. Moi, je fais des prises de sang en fait à la patte arrière et pour le coup en fait, il est assez facile en fait d'enrouler le chat en fait dans la serviette, qu'il soit facile ou pas facile. Je dirais que ça marche dans les 2 cas. Mais pour le coup, d'une part, ça évite de tenir le chat en fait à la peau au niveau de la nuque en fait, sur la peau du cou, ce qui n'est pas spécialement effectivement recommandé. Et en plus, je vais vous dire un truc, c'est que la serviette va amener un confort en fait au chat qui ne va pas en fait être au contact dur en fait de la table. Donc c'est souvent beaucoup plus confortable pour le chat et de fait beaucoup plus confortable pour nous. Donc, pour reprendre en fait ces usages, on sait que dans l'absolu, on devrait proscrire en fait dans l'usage de la consultation du chat tout ce qui est muselière, tous ces lassos, les sacs de contention, toutes ces choses qui peuvent s'avérer en fait un petit peu difficiles en fait à vivre pour le chat. Et c'est vrai que dans cette liste, les gants de contention en fait en font partie. Alors là-dessus, je ne vais pas vous mentir, j'utilise des gants de contention, enfin mes assistantes utilisent des gants de contention en fait pour certains chats dans certaines situations. Alors certes, ils sont toujours propres, ils sont doux, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de s'en servir. Et si là-dessus, en fait, je sais que ce n'est pas recommandé en fait dans les guidelines en question dont on parle aujourd'hui, mais c'est vrai aussi que je pense qu'il faut faire attention en fait à ne pas se faire blesser. Tout simplement en fait parce que quand quelqu'un se fait blesser au cours de la consultation par un chat, que ce soit le propriétaire bien entendu, mais que ce soit votre assistante ou vous-même, c'est quelque chose de très désagréable finalement en fait pour le client qui va voir ça comme
forme de honte ou de culpabilité. Donc au final, hein, si on doit reprendre en fait là ça va vraiment en fait révéler finalement une mauvaise expérience en fait pour le chat bien entendu, mais aussi pour le client. Alors que finalement, si personne n'est blessé, c'est vraiment bien entendu beaucoup mieux. Donc là-dessus, je vous laisse juge de l'usage des gants ou pas. Il faut être de toute façon suffisamment à l'aise pour que personne en fait ne se fasse blesser. La seule polémique aussi qu'on pourrait avoir, c'est sur la cage à contention. Ça, je sais que ça fait beaucoup débat. Pour le coup, nous, on n'a pas en fait à la clinique, tout simplement parce qu'on est dans une zone très urbaine, puisque je suis à Paris. Mais pour le coup, je conçois en fait que pour les chats sauvages ou errants, qui notamment en fait pourraient venir vous voir dans le cadre de la castration, là, il y a une réelle nécessité hein, d'utiliser la cage à contention. La seule chose, on l'utilise de la façon la plus rapide possible, une seule injection, une serviette sur le tout, et on met bien au calme en fait pour que le chat se sédate tranquillement. On en arrive en fait à l'examen clinique. Là, je vous ai mis en fait une petite vidéo qui est toute simple. Hein. Donc, c'est un petit chat qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si on va pouvoir la faire démarrer, si la technique est au rendez-vous. Oui, super. Donc, c'est un examen en fait classique. Alors, la seule chose qui n'est pas très classique, c'est que là, vous voyez, je n'ai pas le propriétaire. Pour le coup, il n'était pas là. Et donc, du coup, là où il devrait en fait se tenir à la tête du chat et donc m'aider finalement un petit peu plus, là, je ne l'ai pas. Alors, vous allez me dire, ouais, Marie, ce chat, il est facile. Donc, veut dire, des chats comme ça, on en veut tous les jours. J'entends. Mais pour le coup, je ne vous ai pas fait de vidéo en fait avec des chats particulièrement difficiles parce que tout simplement, j'y pense pas quoi. Quand le chat il est pas facile, c'est pas là que je vais employer mon téléphone pour filmer la consultation. Mais en tout cas, donc, pour reprendre en fait l'examen clinique général, le principe c'est toujours le même. On commence par la tête, on regarde les dents, on n'oublie pas de regarder à l'intérieur de la bouche parce que moi je me suis déjà fait avoir comme ça sur des granulomes sur la langue ou sur le palais. Et surtout, très important, on le pèse. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup quand j'ai des jeunes confrères ou consoeurs en fait à la clinique, parce que je trouve en fait que le paramètre du poids chez le chat est un paramètre en fait essentiel parce qu'il est souvent finalement riche d'enseignements. Dans le sens en fait, où si vous avez un chat qui perd du poids, alors que vous ne l'avez pas mis au régime, alors que pour le coup, son mode de vie n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il ne passe pas effectivement d'un intérieur de 30 mètres carrés à une grande maison avec un jardin, s'il perd du poids à ce moment-là, vous pouvez quasiment être sûr en fait que c'est pathologique et qu'il va falloir effectivement explorer en fait à cette occasion. Et ça, en plus, je dirais que le paramètre du poids, ça reste un paramètre qui est facile en fait à évaluer par le propriétaire, sans même en fait que vous puissiez le voir en consultation. Donc, super important, le poids. La petite vidéo suivante, pour le coup, ça c'est... si on peut mettre la vidéo suivante, qui est très brève. Ça, c'est une petite chatte, en fait. Hein, et je voulais revenir là-dessus. Notamment, en fait, quand on a le chat dans la boîte de transport, en fait, en consultation, jamais mettre les mains, en fait, dans la boîte pour sortir le chat ou pour le faire rentrer. Et ça, c'est valable pour vous comme pour le propriétaire. Tout simplement, en fait, parce que les chats vont considérer, quand ils sont en fait à la clinique, que cette boîte de transport, finalement, c'est leur lieu, c'est leur refuge. Et donc, du coup, ils la défendent comme telle. Et donc, ils vont voir les mains, en fait, à l'intérieur, comme une agression. Hein, donc, cette petite chatte Cookie, elle est assez facile à manipuler, somme toute. Hein, là, on ne le dirait pas, mais en consultation. Mais par contre, il ne faut pas mettre les mains dans la boîte de transport, ni à l'aller, ni au retour. Éventuellement, pour le coup, vous pouvez prévoir toutes ces petites cochonneries là qu'on trouve maintenant en fait assez facilement, qu'elles soient vétérinaires ou qu'elles ne le soient pas. Et ça, c'est assez important de les avoir sous la main en consultation. Alors, il ne faut pas le voir forcément comme une récompense. Je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme tels chez le chat, la différence peut-être du chien. Mais par contre, moi, je m'en sers surtout en fait comme un moyen de diversion. Donc, ça peut être une façon en fait d'occuper le chat à la tête quand vous faites une piqûre en fait à l'arrière du corps. Ça marche assez bien chez les jeunes chats et chez les chatons, notamment pour faire diversion quand vous faites un acte pas forcément très rigolo comme de poser une puce électronique. Et puis tout simplement, ça peut être un petit plus en fait pour finir la visite, pour marquer la fin de la visite. On termine sur une note positive et ça c'est vraiment plutôt sympa.
D'ailleurs, à ce sujet, là, c'est une petite anecdote parce qu'au sujet en fait de notes positives, n'hésitez pas à dire non en fait dans certains cas en fait à vos clients. Si vous avez un chat un petit peu chaud en clientèle, vous savez que c'est pas toujours facile. Vous avez fait tout bien votre examen clinique, vous avez fait votre vaccin, vous avez donné votre vermifuge, la consultation s'est somme toute bien passée, vous avez remis le chat dans la boîte et là, votre client vous dit: «Ah mais docteur, j'ai oublié, je voulais qu'on lui coupe les griffes». Et vous savez que de lui couper les griffes, pour le coup, parce que là, on touche aux pattes, vous savez que de lui couper les griffes à ce chat, là, ça va être sportif. Donc pour le coup, moi, quand c'est comme ça, je refuse. Parce que franchement, s'il n'y a pas de nécessité, voilà, si c'est pour couper les griffes une fois dans l'année, on s'en fiche, quoi. 3 semaines après, elles sont aussi longues. Donc franchement, autant bien terminer la consultation parce qu'elle s'est bien passée, plutôt justement en fait que de ressortir le chat et donc pour le coup, en fait, vous battre avec lui et là, ça va être galère pour tout le monde. Donc il faut savoir dire non, en fait, dans certaines situations. Pareil, le petit chat, en fait, de la slide suivante, ça, c'est Raja. Et Raja, en fait, Raja, c'est un Maine Coon, en fait, qui a 8 ans maintenant, que je connais depuis qu'il est tout petit. Alors, c'est un chat qui est extrêmement sympathique chez lui, mais qui, pour le coup, me déteste. Mais il me déteste, mais clairement. Et là, pour le coup, il a beau venir dans une clinique qui est spécialement dédiée aux chats, lui, il me déteste. Et je l'ai vu, justement, il y a peu de temps, c'est pour ça que j'y pensais. Ce chat, il me déteste depuis toujours pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a quand même eu 2 interventions en fait chirurgicales sur sur le bassin, puisqu'il a eu 2 exérèses en fait tête-col, aussi bien à droite qu'à gauche. Et donc je pense que ça lui a laissé malheureusement un mauvais souvenir et du coup, il m'aime plus. Mais pour autant, je l'ai vu donc il y a peu de temps, pour une boiterie en plus, donc c'était pas simple à manager. Et sa proprio me dit: «Mais j'ai été faire les vaccins à côté de chez moi et il a été super mignon, la vétérinaire et tout, ça s'est super bien passé». Mais je lui dis: «Mais pourquoi vous retournez pas, chez votre vétérinaire à côté de chez vous? À quoi bon vous embêter à lui faire subir 1/2 heure de métro, 500 mètres, de marche, avec le chat dans le truc là à roulette», parce qu'il fait 10 kilogrammes le chat, hein. Dans le truc à roulettes là qui tressaute, sur toutes les imperfections en fait, du trottoir et en plus il arrive chez moi, il est au maximum du stress parce qu'il arrive dans un endroit qui lui rappelle des mauvais souvenirs. Je lui dis: «Mais changer de vétérinaire, je le prendrais pas mal, mais dites-vous bien qu'on examine toujours mieux un chat, on s'en occupe de toute façon toujours mieux si on arrive à peu près facilement en fait à le manipuler et moi ce chat clairement j'y arrive pas. Donc quelquefois, il faut faire des choix». Mais malheureusement, en fait, hein, et c'est là où on en arrive en fait, à des situations plus difficiles, il y a des fois en fait où on n'y arrive pas. Parce que justement, on sait qu'on ne peut pas forcer en fait un chat à se laisser faire. Donc du coup, en fait, on a plusieurs choix en fait qui s'offrent à nous. Soit on reporte parce que le chat il est en forme, c'était une consultation vaccinale, il n'y avait pas d'urgence en fait et auquel cas il vaut mieux effectivement redonner un rendez-vous. On aura prescrit de la gabapentine, l'heure de rendez-vous sera adaptée à la situation et pour le coup ça se passera certainement mieux. On peut proposer aussi d'attendre, c'est-à-dire donc de donner en fait, par exemple de la gabapentine dans quelque chose d'appétant comme une friandise. On fait patienter en fait le chat au calme, puis on réévalue. Par contre, moi j'aime pas trop cette option parce que du coup, la gabapentine, il faut au moins 2-3 heures, hein, pour que ça marche. Donc malheureusement, nos plannings ne nous permettent pas toujours en fait, de faire ainsi. Et je dirais que le calme en fait à la clinique, c'est toujours extrêmement relatif. Donc, il y a aussi en fait cette troisième solution que malheureusement effectivement auquel j'ai recours, hein, malheureusement quelquefois et il faut l'accepter, c'est qu'on sédate et à ce moment-là, effectivement, vous avez divers protocoles en fait, à votre disposition, sachant toutefois effectivement que vous pouvez en utiliser d'autres, hein. Ça, c'est juste des exemples en fait qui sont repris et c'est vraiment au final en fonction en fait de l'état de santé en fait du chat. C'est-à-dire que s'il va plutôt bien, on peut utiliser par exemple le protocole, numéro 1. Si par contre il est âgé ou dans un état de santé en fait, qu'on n'a pas réellement réussi en fait à évaluer, on utilisera plutôt le protocole numéro 2. Mais encore une fois, en fait, ça reste des exemples. Du coup, maintenant que la consultation en fait est réalisée, que l'examen général a été fait, on peut dans certains cas en fait être amené à hospitaliser en fait le chat. Mais par contre, on est bien d'accord que cette hospitalisation, au final, on ne la choisira que si elle s'avère réellement nécessaire. C'est-à-dire que si le chat il n'a pas besoin d'être mis sous perf, s'il n'a pas besoin de prendre un traitement particulier, s'il n'a pas besoin d'être évalué en fait de façon extrêmement précise en fait par vos soins, au final, ça ne sert pas à grand-chose, il sera de toute façon mieux chez lui. Du coup, cette hospitalisation, en fait, elle va
répondre en fait toujours en fait un petit peu aux mêmes choses, hein. C'est-à-dire c'est toujours des critères environnementaux en fait qu'on a déjà vu dans le cadre de la consultation. Mais là en plus, encore une fois, comme dans la salle d'attente, on va s'évertuer en fait à séparer autant que possible ou tout du moins à isoler les chiens des chats. Idéalement en fait, si vous pouvez avoir un espace suffisant pour organiser une chatterie qui soit vraiment en fait bien séparée en fait des chenils, c'est vraiment quand même idéal. Et enfin, en fait, un truc aussi important, idéalement, en fait, il faut que les chats soient isolés, en fait, entre eux. Et c'est pour ça, en fait, on le voit, en fait, sur la diapo suivante. Idéalement, en fait, il faudrait, en fait, que les cages soient sous forme de linéaire, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se faire face à face, voire même très peu, en fait, d'angle, tout simplement pour que le chat qui est hospitalisé, en fait, ne voit pas ses congénères. Donc, ça, quand c'est possible, c'est bien de le faire ainsi. Idéalement aussi, il ne faudrait pas qu'elles soient au ras du sol. Là, vous voyez qu'elles ont été un petit peu surélevées en fait par rapport au sol. C'est plus confortable pour le chat, bien entendu, c'est plus confortable pour vous aussi et pour vos assistants qui vont faire les soins ou qui vont nettoyer les cages. Ensuite, là, vous voyez par exemple sur ces cages-là en particulier, il y a des zones en fait qui sont obturées avec comme des zones en fait un petit peu dépolies. C'est à la fois bien et pas bien. C'est bien pour que le chat s'isole un petit peu du milieu ambiant. C'est moyennement bien quand vous avez une surveillance en fait accrue à faire dessus. Donc sinon, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prévoir un petit rideau ou d'installer en fait une serviette sur la cage du chat, mais de façon ponctuelle, quand vous avez un chat en fait qui supporte vraiment pas en fait tout simplement le passage devant les cages en général. Encore une fois, et ça vous le voyez sur cette diapo, il n'y a pas de table de soins dans les chatteries, c'est-à-dire devant les cages d'hospitalisation. C'est important en fait de ne pas faire les soins devant les autres chats, encore une fois. Hein, donc non seulement ils ne doivent pas spécialement se voir, mais surtout en fait ils ne doivent pas voir non plus un chat qui est en train de se faire soigner en fait face à lui. Ça peut générer en fait un stress supplémentaire. Pour autant, et c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, là, on est encore en fait à la 4 clinique de Londres. Pour autant, il n'est pas interdit quand même de vivre autour des chats. C'est même, je dirais, en fait assez important. Là, on voit bien effectivement qu'il y a une zone de nettoyage, par exemple, je pense, de matériel chirurgical. Et c'est intéressant aussi pour le chat que de voir un petit peu, que d'observer le milieu qui l'entoure. Ça rompt aussi un petit peu son enduit. Par contre, dans le cadre en fait des critères d'ambiance qu'on cherche en fait à respecter, il faut juste faire en fait attention aux lumières. Et ça, je pense en particulier en fait aux structures qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Il ne faut pas hésiter en fait quelque part à quelques moments en fait à diminuer l'intensité de la lumière, voire même quelquefois à plonger la pièce tout simplement dans l'obscurité pour que le chat puisse se reposer. Au sein de la cage en tant que telle, on va essayer en fait d'y apporter du confort. Et donc, du coup, en fait, c'est là que c'est important en fait, d'avoir des cages suffisamment grandes pour pouvoir en fait, assurer 3 points en particulier. D'une part, donc, le dodo, ça c'est primordial. On veillera effectivement à ce qu'il soit confortable, à ce qu'il soit isolé. Là, éventuellement, là c'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin c'est tout simplement en fait, je crois, une petite cagette en plastique là, pour ranger des trucs avec une serviette dessus. Donc, il y a le dodo, effectivement, qui a un point très précis, mais il y a aussi donc, le point nourriture ainsi que le point d'excrétion. Et là, la litière, pour le coup, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier dans la cage d'hospitalisation. Une litière propre, accessible et avec une vraie litière à l'intérieur. Quand je dis une vraie litière, un vrai substrat. Alors, encore une fois, là, vous le voyez dans le cadre de cette cage-là, idéalement, il faudrait proscrire les cages en inox, dont le sol est particulièrement froid et les parois en fait sont réfléchissantes. C'est toujours un petit peu inconfortable en fait pour le chat quand on peut éviter. Idéalement aussi, quand c'est possible, éviter les barreaux, puisque en fait ça c'est c'est pas très obturant en fait au niveau du bruit et surtout moi je trouve que c'est extrêmement difficile à nettoyer, particulièrement en fait dans le cadre de la contagion tout simplement. Ensuite, les tailles, là encore une fois, vous le voyez, elle est relativement grande et c'est vrai que quand on veut essayer d'assurer ces 3 postes en fait que sont donc la nourriture, le dodo et la litière, il faut que ce soit quand même assez grand. Sur la diapo suivante, là, je vous ai mis un petit chat qu'on avait hospitalisé. Donc là, on avait fait le choix en fait de le mettre à plat. On va le voir sur la diapo suivante. On avait fait le choix en fait de le mettre à plat tout simplement parce que c'est un vieux minou qui était extrêmement arthrosique. Et le fait, si on peut passer la diapo, Estelle, excuse-moi.
On l'avait mis à plat en fait parce qu'il avait beaucoup d'arthrose et le fait de le mettre dans quelque chose où il aurait pu se mettre en rond, ça aurait été sans doute un petit peu inconfortable. Encore une fois, cette cage, il faut la maintenir la plus propre possible. Nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'alaises, beaucoup de litières. C'est vrai que ça a un coût. Et pour le coup, on le reporte sur les factures. Mais finalement, le client, il est vraiment reconnaissant et ça permet d'avoir une réelle meilleure prise en charge dans le cadre de l'hospitalisation et donc, du coup, aussi sans doute un meilleur rétablissement. Et je pense que ça, c'est réellement nécessaire. Donc, dans l'autre diapositive, donc là, je vous ai remis un petit chat qui, pour le coup, il n'est pas sous perfusion. Hein, donc, c'est mignon, c'est sympa, effectivement, de le mettre là-dessus. Mais pour le coup, lui, il n'a pas de perfusion. J'insiste certes sur l'importance du bien-être, ça c'est vraiment nécessaire puisqu'on sait que ça permet une meilleure récupération, que ce soit chez les gens, chez les animaux, bien entendu. Et dans le cadre du chat, moi, je permets toujours systématiquement en fait la visite du propriétaire. Je sais que quelquefois, c'est un peu pénible, c'est pas forcément aux horaires qu'on veut, mais à ce moment-là, il faut imposer des rendez-vous. Mais c'est un vrai plus, moi, je pense, dans le cadre de la récupération au sein de l'hospitalisation. Donc, pour le coup, permettez au proprio de venir voir son chat. Demandez-lui de laisser un linge avec l'odeur de la maison ou son odeur à lui. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Et enfin, en fait, dans un cadre extrêmement en fait pratique, l'hospitalisation d'un chat, finalement, ça se gère. Et ça se gère en fait à plusieurs niveaux. Ben déjà, en fait, comme en consultation, comme en salle d'attente au préalable, on va gérer son stress à ce chat. Et pour le coup, donc certes, on a dit que l'environnement est important, le tissu, les odeurs familières, la visite de son propriétaire, mais dans certains cas, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'utilise en fait assez volontiers la gabapentine ou même la prégabaline. Donc à des doses évidemment moins élevées en fait que celles qu'on va pouvoir utiliser pour sédater en fait un chat lors d'une consultation. Mais ça suffit au final. En général, moi sur la gabapentine en hospitalisation, je suis à peu près à 5 mg kilo en moyenne. 2 fois par jour quand même. Mais ça suffit. On constate en fait que ça suffit en fait à avoir un chat qui est somme toute plus apaisé et du coup en fait sans doute plus réceptif aussi au traitement en fait qu'on pourra lui imposer. Et c'est là en fait aussi d'un chat à l'autre et c'est vraiment très important d'individualiser finalement les plans de traitement en fait d'un chat à l'autre parce qu'en fait certains chats finalement ceux qui sont très anxieux, très peu manipulables, il est nécessaire en fait justement d'envisager des traitements qui vont générer le moins de manipulation possible. Ça va être des traitements en fait qu'on va pouvoir passer par le biais de la perfusion. Ça va être des prises 1 fois par jour plutôt que 2 ou 3 fois par jour. On va essayer aussi de diminuer en fait, voire de limiter au maximum le nombre d'intervenants, de façon à ce que le chat, pour le coup, s'habitue, s'il peut l'être en fait, à une personne en particulier. De la même façon, quand on hospitalise un chat en fait sur plusieurs jours, normalement, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une amélioration, on l'espère en tout cas, mais on sait qu'on peut avoir vraiment en fait une évolution qui quelquefois est péjorative. Et c'est là en fait où toute l'équipe vétérinaire, hein, c'est les vétérinaires, mais ce sont aussi nos assistants vétérinaires, doivent avoir en fait un œil en fait assez vigilant, en particulier en fait sur l'évolution de la douleur, parce que ça c'est quelque chose en fait, une douleur qui est mal gérée ou qui n'est pas gérée dans le cadre de l'hospitalisation, c'est clairement quelque chose qui va majorer le pronostic et certainement en fait le temps de récupération. Hein, donc encore une fois, il y a des molécules adaptées, il y a des scores en fait. Maintenant, il y a des techniques de scoring qui existent. Il faut vraiment en fait que l'équipe vétérinaire soit tout à fait au fait de ce genre de choses. Et enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, mais j'aime en parler quand même. C'est le temps qui est dédié au nursing. C'est souvent les ASV en fait qui font ça. C'est vrai que c'est du temps passé, mais pour le coup, je pense que c'est toujours du temps qui est bénéfique. Parce que le brossage, l'attention en fait, qu'on va donner en fait, à ces chats, ça permet vraiment en fait, d'accroître la confiance en fait, qu'il va pouvoir nous donner. Et donc, du coup, ça améliore réellement en fait, la qualité des soins. Et sur la petite vidéo en fait, que j'ai mise là en dernier pour finir, cette petite chatte en fait qui s'appelle donc Coppelia, c'est une chatte qui est quasiment impossible en fait à manipuler en consultation. Et pour le coup, j'ai été obligée de l'hospitaliser malheureusement. Et là, on voit en fait au bout de quelques jours d'hospitalisation, là, elle lèche, c'est du, je sais plus ce que c'est, du chou ou du adoine. Elle lèche en fait sur le doigt de mon assistante. Et aujourd'hui, en fait, elle se laisse vraiment réellement
bien mieux faire en fait qu'au début de l'hospitalisation où on arrivait à peine en fait à la toucher. Donc ça a vraiment en fait, il faut du temps, il faut de la patience, mais pour le coup, les effets en fait les effets positifs sont toujours au rendez-vous. Donc finalement en fait, pour conclure, on sait en fait que la prise en charge du chat en fait dans ces structures vétérinaires, dans les structures vétérinaires en général, pour le coup en fait, elle requiert plusieurs choses. Déjà en fait un aménagement adapté. Ça c'est quelque chose qui est important, on l'a vu, et à tout point de vue, ça va de la salle d'attente à l'hospitalisation en passant par la consultation. Mais ça nécessite aussi en fait une approche finalement assez protocolaire. Parce que donc comme le chat en fait est un individu hypersensible, ça on l'a dit, on l'a redit, on a besoin d'être souvent rapide et efficace. Et pour le coup, si vous avez des protocoles en fait qui sont bien amenés, bien rodés en fait à votre pratique, vous arriverez toujours beaucoup mieux en fait à faire les choses. Mais au final, certes, effectivement, c'est pas le patient peut-être le plus facile à recevoir, mais au final, moi je trouve que c'est une pratique extrêmement gratifiante parce qu'on a souvent en fait des résultats qui sont quelquefois au-delà même de nos espérances. Donc je trouve ça toujours très très valorisant. Et ça, c'est pour tout le monde, aussi bien nous, les vétérinaires, que nos assistants et nos assistantes. Généralement, tout le monde y gagne en fait à accueillir ce chat de la meilleure des façons. Donc, je voulais vous remercier maintenant pour toute l'attention en fait que vous avez pu m'accorder. Je me permets en fait quelques secondes d'autopromotion pour notre groupe de praticiens félins, qui est donc le GRIF, comme l'a présenté Estelle en début d'exposé. Le GRIF pour groupe de réflexion et d'intérêt félin. Donc, on a une page Facebook qui est assez active. On a un site sur lequel vous trouverez plein d'informations. Et je me permets de faire un petit peu de teasing pour nos prochaines grandes dates de rencontres qui vont donc se situer à l'automne 2024. Je crois que c'est le premier week-end en fait du mois d'octobre 2024, qui vont avoir pour terme l'endocrinologie en fait du chat. Et je peux vous assurer que vu les intervenants et les propositions qu'ils sont en train de nous faire, je pense que ça va vraiment être passionnant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux. On serait vraiment ravis de vous accueillir. Merci encore. Eh ben merci Marie, merci pour cet exposé passionnant. Alors, je dirais, c'est toujours un peu sans surprise avec toi parce que tu as toujours à la fois plein d'anecdotes, des choses très concrètes à nous raconter. Et puis effectivement, on voit à quel point tu es investi dans le mieux-être de nos amis les chats. Donc ça nous touche beaucoup. Donc à nouveau, un grand merci. Et bien sûr que tu peux te permettre de faire du teasing parce qu'on est aussi très très heureux de travailler avec le GRIF. Alors, c'est cool. On vous a pas dit que vous pouviez poser des questions en appuyant sur le bouton Q et R qui est en haut de votre bandeau, mais c'est pas grave, on va le faire en spontané, à la limite ce sera encore plus sympa. Donc si vous voulez lever la main, vous voyez qu'il y a une petite main qui figure là en picto en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à lever la main et on va vous démuter immédiatement pour que vous puissiez poser la question en direct à Marie. Donc je pense que vous êtes encore plus de 70 en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter. On a encore un petit peu de temps pour poser des questions. Alors, moi, j'en ai déjà. Voilà, on a Marc qui nous pose une question. Donc, écoute, Karen, si tu veux démuter Marc, on va lui laisser prendre la parole. Autant en profiter. Alors, Marc, vous êtes démuté. Vous pouvez poser votre question. Non, il n'est pas démuté, Marc. Moi, je ne le vois pas démuté. Ça, c'est pas gentil, ça. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. On va essayer de démuter Marc parce que quand même, c'est pas très gentil. Et puis, on a Tiff aussi qui voudrait poser une question. Bah oui. Le micro était bon. Alors, Tiff. Je sais pas. Ah, j'ai vu quelque chose bouger pour Tiff. Ils peuvent se démuter eux-mêmes. Alors, vous pouvez vous démuter vous-même, Marc et Tiff, qui avaient levé la main très gentiment. Voilà, Tiff a démuté. Donc, Tiff, on vous écoute. Et puis, Marc, essayez de trouver le bouton pour parler. Du coup, je me permets de poser une question avant Marc, le temps qu'il arrive à se démuter. Merci, Tiffaine.
Moi, je suis plutôt en pratique plutôt cat-friendly. J'essaie de former mes assistantes pour qu'on soit le moins aversif possible pour le chat. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise, Marie, par ta remarque sur le sac de contention, parce que je l'utilise pas mal comme la serviette, mais avec beaucoup plus de facilité qu'une serviette. Finalement, pour les assistantes, c'est quand même un confort. Et du coup, la rapidité d'exécution de l'acte pour le chat est, à mon sens, en tout cas c'est mon ressenti, j'ai l'impression que c'est moins stressant dans le sac à chat qu'avec une contention qu'on n'arrive pas à faire correctement. Alors, je comprends tout à fait et c'est vrai que tu as raison, en fait et je pense qu'à chaque pratique, en fait, chaque habitude, en fait, finalement est à prévaloir, en fait, en fonction de sa pratique. Ensuite, ce que j'ai présenté, en fait, ici et c'est pour ça, en fait, que je faisais le rappel sur les gants que moi j'utilise bien volontiers. C'est issu, en fait, tu vois, des guidelines de l'ISFM et de la AFP et justement dans ces guidelines en particulier, ils mettent complètement de côté en fait tous ces outils en fait que sont le sac à contention, la muselière, même les gants. Donc, et encore une fois, moi les gants je les utilise et je suis la première à les utiliser. Donc si toi dans ta pratique tu es à l'aise en fait avec le sac de contention et que finalement en fait tu arrives à avoir des actes qui sont somme toute rapides et qui te semblent peu peu agressif, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme employé, tu vois. Franchement, il faut l'utiliser. Encore une fois, il ne faut pas se faire blesser. C'est vraiment quelque chose, moi, que j'essaye de dire et de redire en fait à mes équipes. Ça ne sert à rien de faire de forcer les choses, d'être extrêmement courageux, sportif ou je ne sais quoi. De toute façon, quand ça ne veut pas, quand ça ne veut pas. Et c'est pour ça, en fait, que moi, les gants, je les utilise. Et la plupart, en fait, de mes confrères et consoeurs qui font que de l'exercice félin, donc, les utilisent également. La seule chose, c'est vrai que pour reprendre les guidelines en particulier, donc les 2 articles qui faisaient, en fait, un petit peu le lit de cet exposé aujourd'hui, c'est vrai que dans ces guidelines, c'est quelque chose, en fait, qui tout simplement est déconseillé. Après, encore une fois, chacun fait au mieux dans sa pratique. Et encore une fois, il faut être à l'aise avec ce qu'on est capable de faire en fait. Oui. Et c'est pas contre-indiqué. Tu vois, par exemple, pour te dire, Tiffaine, dans le cadre en fait de l'accréditation cat-friendly, il ne comment dire à aucun moment en fait, c'est noté que tu n'as pas le droit d'utiliser en fait de sac à contention. C'est pas personne ne va venir chez toi en fait te retirer ton accréditation parce que tu as un sac à contention en fait. Donc voilà, il faut être le plus doux possible, le plus calme possible. Et je pense encore une fois que c'est comme ça que ça se passe le mieux. Et du coup, dernière petite question avant de laisser la main aux autres. La contention pour les prises de sang sur le côté, c'est plus agréable pour le chat que la prise de sang à la jugulaire, la tête en l'air? Eh ben, ça dépend aussi des pratiques de chacun. Je vais te dire, moi, en fait, à la clinique, je fais les prises de sang de façon systématique, en fait, à la patte arrière. Donc, du coup, le chat, en fait, est de façon naturelle couché sur le côté. J'avais une petite photo, mais malheureusement, elle a sauté là au montage. Donc, du coup, le propriétaire reste à la tête du chat et donc peut lui gratouiller, en fait, assez facilement le visage et donc le rassurer en lui parlant, le cas échéant. Mon assistante, en fait, a emmailloté le chat un petit peu dans la serviette et au final, j'ai la patte arrière en fait qui sort, elle me fait une compression en fait avec le tranchant de la main, donc bien entendu j'utilise pas de garrot et oui je trouve ça en fait assez confortable. Après j'ai une de mes consoeurs en fait Marie-Pierre qui fait assez volontiers. Alors moi je ne sais pas faire les jugulaires, j'ai pas l'habitude d'en faire donc je sais pas les faire. Mais pour autant tu vois ma consoeur qui fait que du chat en fait Marie-Pierre, elle est capable en fait assez facilement de faire des jugulaires, elle le fait bien volontiers sur des chats en particulier âgés qui sont un peu arthrosiques. Et donc finalement, les tenant les moins possible, un petit peu la tête en l'air, ils vont être assis et c'est une position qui est plus physiologique. Donc encore une fois, il n'y a pas de règles vraiment. Il ne faut pas faire à la patte arrière plutôt qu'à la patte avant, il ne faut pas faire à la jugulaire plutôt qu'à la patte arrière. Là-dessus, il n'y a pas de règle, il faut juste être à l'aise et que le chat en fait soit confortable. Ok, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que le chat est relativement apaisé quand il est sur le côté, sur la table, et que ce soit même pour vous interrompre, on va essayer de laisser un petit peu la parole aux autres intervenants qui posent des questions. Oui, bien sûr.
On a beaucoup de questions en ligne. Puis, Marie, si tu veux faire des réponses brèves pour qu'on essaye de satisfaire un maximum. Alors, pardon, je suis vraiment désolée. Comme le temps nous est un petit peu compté, malheureusement. Alors, Marc, est-ce que vous êtes parvenu à vous démuter en appuyant sur le bouton en haut de votre écran? Ça m'ennuie pour Marc qui a levé la main depuis longtemps. Il a l'autorisation. Voilà, donc pour nous, vous êtes libre de vous démuter et donc il faudrait appuyer sur le bouton. Et le temps que Marc trouve le bouton, nous avons Hélène qui nous demande j'ai eu accès à un article qui révélait une augmentation de la créatinine associée à l'administration de gabapentine. Et donc, est-ce que vous confirmez cet inconvénient? Effectivement, je suppose que ça doit impliquer que ça modifie les résultats des analyses si on les sédate à la GABA. Alors, la gabapentine, en fait, il y a une excrétion rénale, strictement, la gabapentine ou la prégabaline. Les deux, pour le coup, on est vraiment sur une excrétion rénale strictement. Alors, c'est évident, en fait, qu'un chat qui est déjà insuffisant rénal, il va mettre plus de temps qu'un autre, en fait, à émerger. Et pour, en fait, le reflet sur la créatinine, alors, personnellement, moi, dans ma pratique quotidienne, je n'ai pas remarqué, en fait, de résultats spécialement discordants, en fait. Encore une fois, j'avais vu ça, en fait, avec un de mes confrères qui est spécialiste en médecine interne. La créatinine, en fait, ou la SDMA, par exemple, ça s'évalue, en fait, en comparant divers résultats. Et si on les compare toujours, je dirais, dans le même cadre de prise en charge, au final, la comparaison, en fait, est réelle. Mais pour le coup, oui, ça a sans doute, effectivement, donc le fait de cette excrétion rénale, ça a sans doute une petite influence sur la créatinine. Moi, personnellement, elle n'a jamais été suffisamment franche pour que je puisse m'interroger, en fait, sur la véracité des résultats avec la gabapentine. D'accord, super, merci Marie. On a alors peut-être Maud, vétologie, qui nous demande est-ce qu'il est conseillé de faire, où est-il conseillé de faire les prises de sang? Est-ce que la jugulaire est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle est déconseillée? Il n'y a rien qui est déconseillé au final. Et encore une fois, dans le cadre en fait, de cette accréditation cat-friendly, la jugulaire n'est absolument pas interdite. Mais pour revenir effectivement à la question de Tiffaine en tout début d'intervention, là, moi, j'aime la prise de sang en fait, avec le chat couché sur le côté parce que je trouve que c'est facile et confortable pour le chat. Après, encore une fois, il faut être à l'aise en fait avec ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien faire des prises de sang à la jugulaire et que ça se passe facilement et rapidement, pour le coup, pour moi, il n'y a aucun problème. C'est pas spécialement anti-cat-friendly, quoi. Bon, bah, super, Marie. Merci. J'ai une super bonne nouvelle, c'est que Marc a la parole. Vas-y, Marc. J'étais bloqué, mais je parlais par mes propres facteurs, en fait. Donc, comment on fait quand on a un animal où ça se passe très bien en consultation, qu'on doit l'hospitaliser, et qu'une fois qu'il est hospitalisé, quand le propriétaire n'est pas là, ça devient un tigre? Eh ben justement, c'est gabaline ou gabapentine. D'accord. Non, mais ça marche bien. En fait, la prégabaline, ça c'est un truc qu'on a à notre portée en fait depuis pas très longtemps finalement. Et pour le coup, alors moi, j'arrive pas à la vendre, je vais pas vous mentir, parce que je pense que le prix fait un peu frein et surtout le volume du flacon. Mais pour le coup, l'intérêt de la prégabaline par rapport à la gabapentine, c'est que ça agit beaucoup plus vite. Et avec des doses finalement pas très conséquentes. C'est 0,1 ml kilo, donc 0,4 ou 0,5 ml dans un peu de nourriture, ça passe assez bien. Donc, après, c'est vrai que ce soit la prégabaline ou la gabapentine, inévitablement, en fait, c'est quelque chose qui passe par voie orale. Donc, soit ça a voulu faire avaler, soit il va le prendre de façon spontanée dans une friandise. Après, je sais que j'ai certains de mes confrères, en fait, on peut facilement aussi mettre des molécules légèrement sédatives ou tout du moins anxiolytiques via la perf. Ça, c'est encore des choses. Mais bon, je trouve que du coup, en fait, c'est moins facile en fait, de réévaluer l'évolution du chat quand on a ce type de molécules en fait, en jeu dans le protocole d'hospitalisation. Mais prégabaline et gabapentine, ça marche très bien. Ça ne va pas transformer le fauve en agneau, on est bien d'accord, mais pour le coup, ça suffit pour que l'ambiance générale, en fait, soit beaucoup plus tranquille en hospice. Merci. Merci, Marc. C'est vraiment sympa. Puisqu'on parle justement de tout ce qui peut nous aider à les avoir zen, on a Christina qui nous demande notre avis sur Zen Miloa et qui dit qu'elle trouve que les chats sont très relax en consulte quand on en met. J'ai pas d'avis parce que je m'en sers pas. Donc, si elle veut partager son expérience, moi, je suis OK pour Zen Miloa. Moi, je serais ravie, je vais essayer.
Je vais essayer. Je ne sais pas. Je vais essayer. Super, c'est super gentil. Et bien, elle nous demande aussi, Christina, si tu conseilles de mettre en place une petite salle de visite pour les propriétaires. Je pense qu'elle évoque l'hospitalisation. Et donc, est-ce que ça va faire du bien aux chats de voir leurs parents pendant l'hospite? Alors, c'est pas que je le conseille ou que je le déconseille, c'est toujours d'un point de vue architectural, comment est-ce qu'on peut aménager les choses. Donc, dans l'absolu, oui, je trouve ça plutôt sympa d'avoir une petite salle dédiée aux visites, mais c'est pas toujours possible. Et c'est vrai que, par exemple, chez nous, à la clinique, moi, je les fais venir carrément, en fait, en hospitalisation, quoi, directement, en fait. Comme ça, alors, ce qui fait plaisir aussi aux propriétaires, c'est de voir comment le chat, en fait, est installé. Bêtement, au moins, on a l'impression qu'on lui cache rien, quoi. Il voit l'aspect de la cage, l'aspect de la litière, si elle est propre, comment se passe l'hospitalisation en tant que telle. Et je dirais qu'au moins, ça lui permet vraiment d'imaginer son chat tel qu'il est réellement, c'est-à-dire comment il est réellement installé, quoi. Donc, moi, j'ai pas de scrupule à les faire venir directement en hospitalisation. Bon, alors, j'ai pas de salle de visite non plus, à vrai dire, hein, mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème à les faire venir en salle de consultation. Ouais. Et je dirais que sur un chat qui est sous perf et tout ça, c'est quand même plus facile que de l'emmener dans une autre salle, quoi. D'accord. On nous demande aussi s'il est intéressant de laisser le chat se balader en salle de consulte pendant la consultation et de placer des perchoirs, etc. Moi, alors là-dessus, moi, j'ai un avis peut-être un petit peu différent en fait de ce qu'on peut voir ou être amené à lire en ce moment. C'est vrai que dans l'absolu, moi, lors du recueil des commémoratifs, comme je le disais, là, c'est important de parler avec les gens. C'est vrai que pour le coup, le chat, en fait, il est dans sa boîte de transport et souvent, la porte, la grille est ouverte, quoi. Donc, le chat a le libre loisir d'aller et venir s'il le veut. Il peut sortir comme il peut aussi rester dans sa boîte. Pour autant, moi, j'ai fait le choix en fait en consultation de ne pas avoir en fait de perchoir particulièrement élevé en fait, tout simplement parce que ça peut être assez compliqué en fait d'aller les chercher en hauteur, surtout en fait si le chat il est justement en fait dans un comportement qui peut s'avérer très exploratoire et du coup vite être frustré si on cherche justement à le limiter dans cette exploration. Et du coup, quelquefois, c'est pas toujours facile d'aller chercher un chat qui est perché ou dans une espèce de petite encoignure. C'est pas toujours évident. Donc, moi, j'essaye de limiter au maximum ces cachettes. Je dirais que pour moi, si le chat il a besoin de se cacher, de toute façon, il se cachera dans sa boîte de transport. En tout cas, il n'en sortira pas, quoi. Donc, mais s'il a besoin d'aller se cacher ailleurs dans votre salle de consultation et que vous-même, vous êtes obligé d'aller le déloger, de toute façon, ça risque d'être compliqué. Donc, bof, quoi, les perchoirs et les cachettes, bof. Ok. Merci, Marie. Marc, vous avez encore une question ou ça ira? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Allez, une petite dernière pour la route. Où doit-on réévaluer les chats hospitalisés? Est-ce qu'on les évalue dans leur cage ou est-ce qu'on les extrait? On les évalue dans leur cage. Autrement, on les évalue dans leur cage. Parce que c'est justement là qu'ils vont avoir les manifestations les plus naturelles, je dirais, de leur réel état de santé. Parce que si justement, en fait, on le sort et que le chat est pour le coup particulièrement anxieux, inévitablement, l'anxiété va être décuplée en fait dans le cadre de la sortie en fait de la cage. Donc non, pour moi, l'évaluation et la réévaluation, elle doit se faire effectivement au sein de la cage d'hospitalisation, donc dans le cadre de l'hospitalisation. Ok. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que, Marc, si vous êtes toujours là, vous avez encore des choses à nous dire? Non. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour, Marie, merci. Merci vraiment du temps que tu nous as consacré. Merci à tous nos confrères d'avoir répondu présent à cette invitation parce que vraiment, vous avez été très, très, très nombreux pour un direct. Je sais qu'en semaine, c'est pas toujours facile de trouver du temps, de se libérer sur le temps de midi. Donc, merci à vous de la confiance que vous nous témoignez. Marie, on se dit bientôt parce que MSD Santé Animale a toujours un grand, grand plaisir à travailler avec toi, notamment à travers ce programme Cap Félin. Mais c'est un plaisir Donc, partagé. merci à tous. À bientôt. On se retrouve, entre autres, on l'a dit, le 11 juin aux côtés de Claude Beata et Grégory Santaner. Donc, ça va être très sympa aussi.
Et puis, on est à votre disposition directement au siège ou via vos délégués si vous avez encore des questions ou s'il y a des choses qui vous intéressent sur ce que MSD Santé Animale peut vous proposer. Donc, merci encore, Marie. Très bonne journée à tous et puis à bientôt.